Je sais que j'arrive un peu après la fête, mieux vaut tard que jamais, et puis c'est tous les jours la fête à Barbieland de toute façon. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le film Sensation de 2023, succès critique et public, un régal pour les yeux, mais aussi pour le cerveau. Ça semble presque incroyable, non, pour Barbie? Et pourtant, comment cette has-been qui a fait fulminer les féministes n'a pas fini de nous en dire beaucoup sur la féminité. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Je ne chanterai pas Barbie Girl parce qu'on vous l'a sûrement trop fait depuis cet été et puis que j'ai pas envie qu'il fasse moche aujourd'hui. Mais sachez que pour enregistrer cette émission, j'ai ressorti mon sweat rose des familles avec marqué Power dessus en gros. Et ainsi accoutré, je vais probablement faire un épisode qui va déchirer parce que comme Barbie, je peux tout faire. En projet depuis 2009, le film Barbie, qui sur papier peut sembler comme un pari un peu fou, tant malgré ses fans et collectionneurs loyaux, la poupée phare de Mattel apparaît comme kitsch et déphasée, a connu de nombreux rebondissements avec des changements de réalisatrice, de scénariste et d'actrice. Un film féministe, en soi c'est déjà tout le paradoxe de Barbie, créé sur un projet émancipateur, mais devenu très rapidement un symbole bimbo, et c'est donc avec ce cahier des charges, un coquet budget et tout le temps du monde, car en plein confinement, que Greta Gerwig, solidement installée dans le milieu comme réalisatrice indé féministe, va plancher sur le scénario en toute liberté, une denrée rare, et en compagnie de son conjoint Noah Baumbach, sur lequel je ne dirai pas de mal. Alors je viens de le prononcer à l'allemande et je me dis que ça se trouve ça se dit Baumbach ou Baumbach, va savoir, mais je le prononce à l'allemande quand même. Et le résultat a fait carton plein, c'est pas un scoop, bien que son message, si message il y a, et je pense qu'il y a en effet, mais plusieurs, a pu susciter quelques vives réactions. C'est un euphémisme, je pense particulièrement à la fureur, pas noire mais rose, de Ben Shapiro aux États-Unis, mettant le feu à une poubelle emplie de jouets Barbie. Dans tous les cas, fans ou détracteurs, le soin apporté à la production a fait consensus avec un cast d'acteurs dévoués à leur rôle jusque sur la promo, des décors, costumes et effets pratiques éblouissants, des références et clins d'œil à d'autres films qui ont été amplement détaillés dans des articles et des vidéos, et un sens du marketing efficace et plein de malice. On n'aura pas oublié le jeu de mots supposé autour de Ken dans la campagne française. D'ailleurs, c'est presque de là que je veux partir parce que ce jeu de mots entre Ken et Nicky permet d'illustrer ce qui fait la force du film, c'est-à-dire les différents niveaux de lecture d'une œuvre, le premier et le second degré, le littéral et le sous-texte. Et ce film, d'où le titre de cet épisode, est un oignon dont on peut peler plusieurs couches. Malheureusement, on a parfois l'impression que nos sociétés actuelles maîtrisent de moins en moins bien cette notion du sous-texte et de l'implicite, ainsi que le fait qu'un document, quel qu'il soit, peut avoir plusieurs lectures. Barbie est un film bougrement intelligent car il peut parler pour différentes raisons à différentes personnes, consistantes compris comme ça a été le cas pour des personnes sensibles au féminisme ou à la cause LGBT+ tout l'alphabet, ou comme Shapiro, personnellement insulté. C'est un film bougrement intelligent car il est avant tout ludique, ce qui est, il faut le souligner, parfaitement bien conçu lorsqu'il s'agit d'écrire l'histoire d'un jouet. On ne pourrait pas mieux attendre. Le film joue avec ses décors, les couleurs, ses personnages, ses clichés, le cinéma, notre monde actuel, différentes idéologies, lui-même dans des moments d'auto-commentaire, et il joue aussi beaucoup avec ses spectateurs. Comme sa poupée éponyme, il est parfaitement emballé et marketé dans un univers tape à l'œil qui est comme une dose de crack pour nos yeux désormais résolus au béjas et au gris dans des productions sinistres et souvent déprimantes. Il est fun sans être crétin. Il tombe en plein revival années 80. Il est transgénérationnel. Il est nostalgique pour celles qui ont grandi avec la poupée et reconnaissent immédiatement les accessoires et décos de leur enfance ou même les reconnaissent après les avoir oubliés. J'avoue que j'ai moi-même ouvert de grands yeux et fangirlé comme pas deux en reconnaissant la robe de ma poupée Barbie de quand j'étais petite, celle avec la tenue pouffante couleur pêche. Ce film n'est surtout jamais déprimant, ne met personne au pilori, même les soi-disant méchants, mais j'y reviendrai. Il ne fait pas la morale aux spectateurs de la manière lourdingue que la plupart des productions nous infligent, et je pense qu'il a touché dans la vague actuelle parce qu'il est plein de cœur. Tu sens que c'est un objet qui a été préparé et livré avec plein d'amour pour son sujet, tout en étant capable d'en plaisanter, avec l'envie
l'envie de faire plaisir aux spectateurs et aussi avec l'amour du cinéma tout court. C'est plus de la dérision que de la satire. Un film sérieux qui ne se prend pas au sérieux et qui est même, vous pensez que ça va me toucher, un objet bizarre et décalé par rapport à ce qu'on nous propose depuis un bail. Que ce film est cartonné alors que notre monde actuel semble souvent de plus en plus pauvre intellectuellement est ô combien rassurant en fait. Parce que ce film ne prend pas les spectateurs pour des débiles, ce que beaucoup de nos films moralisateurs font non sans un certain cynisme. Est-ce que c'est un film féministe ? Certainement, mais il se moque aussi, et d'ailleurs de manière fort juste, des filles. La séquence Barbie dépressive m'a beaucoup fait rire tellement elle visait juste. Est-ce que ce film est anti-mec ? Non, car s'il se moque des hommes et du patriarcat, il ne cesse de rendre les Ken hyper touchants et a le mérite de mettre en valeur un réel problème dont souffrent les hommes dans notre monde à nous. Est-ce un film woke ? Ce qu'on nous présente de plus évident a de quoi séduire tous les idéologues actuels. On hérite d'un Barbieland dirigé par des femmes, avec qui plus est une femme noire en présidente, du body positif, de la sororité, du langage intensément politiquement correct empreint de bienveillance, de la dénonciation de l'immonde patriarcat et de l'homme prédateur forcément blanc et hétéro, ça arrange tout le monde, l'évacuation du genre avec l'absence d'organes génitaux et une poupée possiblement transgenre, une palette à réjouir la brigade de l'alphabet, des blagues gays et surtout une utilisation très appuyée dans le texte de l'image de l'éveil. Et pour les fâchés des verbes irréguliers en anglais, on rappellera que woke vient du verbe éveiller. Donc sans surprise, nos Barbies vont passer leur temps à dire qu'elles s'éveillent ou qu'elles sont éveillées. D'ailleurs le film commence sur Barbie qui s'éveille. Parfait, c'est donc bien woke, puisque tu as le méchant conseil général de Mattel avec que des hommes qui décident ce que veulent les filles, des flics vicieux et de la masculinité toxique, bouh le patriarcat. Pas si simple je dirais. En fait, à bien y regarder, il y aurait même une critique, sans méchanceté aucune puisque le film en est dénué, du wokisme militant qui pique les yeux et les oreilles. Si on regarde le contraste entre le monde réel, avec les pincettes à prendre sur la réalité de ce monde, mais là aussi il faudra faire un point, qui représente notre monde très imparfait, j'en conviens, où dominerait le méchant homme blanc hétéro, l'homme à abattre habituel, sexiste et harceleur, et de l'autre côté le monde parfait des Barbies, bref, un monde idéal où le wokisme aurait gagné, il y a, quand on y réfléchit, en fait quelque chose de foncièrement pourri dans ce supposé monde idéal. Barbieland est presque davantage proche d'une dystopie que d'une utopie, avec zéro intimité, une police des langages et des corps, un univers répétitif qui serait un totalitarisme du rose bonbon où les membres gênants sont écartés et ne font pas partie de la société. Pas plus juste que le monde imparfait réel, puisque les Ken n'ont aucune représentation, n'ont droit à rien et sont finalement des non-citoyens. Et puis je rappelle que tous les totalitarismes te vendent du rêve en te disant que c'est le meilleur projet de société qui a jamais existé. Voilà. C'est qui plus est un univers du faux et du simulacre. Un pays où on ne mange pas, où on ne boit pas, où on ne baisse pas, où on fait semblant toute la journée d'avoir une occupation et une fonction qui ne repose pas sur grand chose, où les piscines sont vides, les vagues ne bougent pas, une espèce d'enfer de la joie rose où rien ne doit dévier du programme quotidien. La prison est jolie, mais c'est quand même une prison. D'ailleurs, l'une des références les plus évidentes dans le film étant celle de Matrix, la comparaison va pointer automatiquement le monde de Barbie comme étant le programme séduisant, certes, mais mortifère de la matrice, par opposition au monde très cracra, mais nécessaire et réel de la réalité. C'est une énième version du mythe de la caverne de Platon, si la caverne avait été repeinte en rose Barbie. L'autre grosse référence cinéma, c'est le magicien d'Oz, et ce n'est pas non plus un hasard. Voilà une histoire sur une petite fille qui, vraisemblablement victime de concussion après le passage d'une tornade, se retrouve dans un monde imaginaire où elle découvre, comme par hasard, que le sorcier mythique le plus puissant de cet univers magique est une fraude, un simulacre. Rester dans le monde d'Oz signifierait pour Dorothy, en y réfléchissant bien, mourir, puisqu'on peut envisager le tout comme une espèce d'illusion liée à un possible état de mort imminente. Revenir à la réalité, en dehors du fait évident d'apprécier sa vie à la ferme auprès de ses oncles et tantes, c'est surtout revenir à la vie. Ça ne peint pas Barbieland sous un jour si favorable si on pousse les comparaisons jusqu'au bout. Et puis, lorsque Barbie accède au réel, on a quelques légères touches de langage stéréotype woke qui vont prêter en fait à un effet comique. Le patron de Mattel qui s'exclame pour prendre la défense de sa boîte qu'il a fait installer des toilettes non genrées, non de nom, ce qui souligne l'hypocrisie de la démarche de la plupart des boîtes qui donnent là-dedans, et le moment où Barbie rencontre les jeunes filles au lycée et reçoit l'insulte ultime
passe-partout qui est de se faire traiter de fasciste. Moment qui est immédiatement tourné en ridicule lorsque Barbie en pleurs se lamente de ne pas pouvoir être fasciste puisque elle ne comprend pas les horaires des trains. Ah oui, certes elle est con, mais c'est surtout que l'attaque paraît complètement gratuite sur cette Barbie toute choupie qui est à 10 millions de lieues du fascisme, même si dans la comparaison que je faisais au-dessus, Barbieland c'est effectivement un pays totalitaire. Et 2, son incompréhension vient souligner à quel point ce mot a fini par être vidé d'absolument tout sens à force d'être utilisé pour tout et n'importe quoi par la génération Z principalement, mais quand même pas que. Alors certes, je pense que certains ont pu voir une célébration dans ce film de deviens qui tu es, vive les bizarres, va chez le gynéco te faire installer un vagin quand t'en as pas, et tant mieux pour eux si le film a été feel good en ce sens. Mais contrairement à Ben Shapiro, j'y vois de nombreuses critiques des théoriciens du genre et des féministes 2.0, jusque dans l'utilisation de phrases de discours militants stéréotypés qui servent à la fin de remède magique aux Barbie victimes de l'infâme patriarcat. Pour moi, l'utilisation à ce moment-là est en fait très ironique, se moquant de la conviction que ces phrases bourrées de jargon vont changer le monde. Si le film vantait le fait que le monde de Barbie était the place to be, Barbie elle resterait dans le monde de Barbieland. Or, elle ne le fait pas. Elle quitte le simulacre, le royaume du jargon, du factice, pour le réel, qui est ce qu'il vaut. On pourrait presque dire que le film de Barbie assimile les idéaux sociétaux de certains activistes à de la pure fantaisie. En principe, c'est sympa, mais c'est de l'ordre de l'illusoire et même ça peut devenir dangereux. Parce que dans les faits, dans le monde hyper inclusif de Barbie, il y avait des exclus et des victimes, même dans ce meilleur des mondes. Les Ken, Alan, Midge, Barbie bizarre et les quelques autres dont personne ne savait trop quoi faire. Par ailleurs, et c'est une autre couche d'analyse du film, l'exploration de la question du simulacre est profondément métatextuelle puisque, à travers ce film, Greta nous parle aussi beaucoup de cinéma et du fait de travailler à Hollywood. Et on rappelle que c'est une indé, Greta, à la base. Par définition, un film, c'est un simulacre. Point encore plus percutant, la caverne de Platon, c'est quasiment la première instance dans notre histoire d'une représentation de cinéma, c'est-à-dire des ombres qui sont projetées sur un mur pour des personnages prisonniers d'une caverne qui ne voient du monde que ces images qui bougent et qu'ils vont confondre avec la réalité, prendre les vessies pour des lanternes quoi. Par ailleurs, comme les Ken et les Barbie, les acteurs et les actrices évoluent dans des décors factices, font parfois semblant de boire et manger, jouent à la vie réelle dans des maisons qui n'ont pas de murs pour les besoins de la caméra, sont parfois cantonnés à jouer toujours le même rôle, sont tenus de suivre le script, ou comme Ken, ont besoin qu'on les regarde pour exister. Par ailleurs, le film est en effet truffé de clins d'œil plus ou moins appuyés à tout un tas d'autres films. 2001, Matrix, Les Parapluies de Cherbourg, Grease, Le Magicien d'Oz, Beetlejuice, Rocky, Indiscrétion, Truman Show, Clueless, Sacré Graal, Top Gun, Chantons sous la pluie, La fièvre du samedi soir, bref, n'en jetez plus, il y en a encore plein d'autres. C'est également un film avec voix off qui commente le film, qui nous parle par ailleurs du pouvoir de l'imagination. Bref, c'est une lettre d'amour au cinéma, mais qui a également conscience que l'univers qu'il représente n'est pas le réel, peut contribuer à une mauvaise estime de soi, et sous couvert de livrer de puissants messages à notre monde à nous, pensez à toutes les causes célèbres et les leçons de morale que nous font les acteurs et les réalisateurs, n'est quand même qu'un univers de carton-pâte avec tout plein de problèmes. Pensez aux Barbie qui au début du film sont en train de se féliciter et s'auto-congratuler sur le fait d'avoir eu une véritable influence sur le monde réel et changer la vie des femmes. Et replacer ça avec nos acteurs militants, ceux que Ricky Gervais avait descendus en beauté comme il fallait dans ses mythiques discours des Golden Globes. Et d'ailleurs, quelle est la connexion directe de Barbieland avec le réel ? Eh ben c'est Hollywood. Comme monde réel, on avoue qu'on repassera quand même. Si Barbie avait dû être confrontée à un vrai monde réel, elle aurait fini dans le Kansas comme Dorothy, pas Hollywood qui est un autre temple du toc et du factice et qui traite les femmes comme des poupées. Ce qui interpelle sur les coulisses pas glamour de l'usine à rêve du cinéma et comment, sans partir nécessairement sur #MeToo, les actrices sont exploitées, objectifiées, comment on veut les stéréotyper dans un rôle, les enfermer dans un produit marketing qui n'est pas leur vérité profonde. Enfin, le film dit peut-être aussi des choses sur les questionnements personnels de Greta, des angoisses, son expérience dans le milieu du cinéma
là, mais elle a le mérite, on la remercie, de l'aborder avec énormément d'humour et d'ironie, et sous la forme d'une parabole. On peut lire ce film comme une énième version de Pygmalion, ou comment l'esprit vient aux femmes, avec une Barbie qui devient self-aware, ça plaira à Jean-Claude Van Damme, sauf que bien sûr ici, on a éliminé le mentor masculin, parce qu'on sera dans la transmission de femme à femme, car même si le film a pu séduire un public masculin, c'est quand même vu le sujet principalement un récit d'initiation à destination des gonzesses. En tout cas, le succès du film donne tort à tous ces navets bien pensants qui nous matraquent de manière lourdingue des girl boss et dont les flops au box-office sont systématiquement expliqués par les acteurs, réalisateurs ou producteurs à grands coups de « Oh, le public est misogyne, blablabla ». Preuve que non, parce que Barbie n'y va pas dans la dentelle dans son concept de film girly avec un message hautement féministe, mais les gens y sont allés en masse parce qu'il a le mérite de vouloir faire plaisir aux gens et d'être drôle. Parmi les critiques rabat-joie, on a pu aussi voir passer la question de la représentation des Ken et savoir si c'est ou non de la misandrie. Alors pour moi non, car oui ils sont caricaturaux, mais les Barbie aussi, donc ça aussi j'y reviendrai. Et puis dans leur tentative d'imposer le patriarcat, les Ken ne sont pas présentés comme violents, abusifs ou que tard en fait, c'est pas des gros méchants. Comme les Barbie, ils sont cantonnés à quelques stéréotypes sur ce qu'aiment les garçons par rapport à ce qu'aiment les filles, et que si le film délivre quelques messages sur la masculinité, c'est surtout en fait sur la solitude de ces Ken, le fait que personne ne s'intéresse à leur vie ou à leurs problèmes, que Ken est en fait dans une crise existentielle et qu'il n'a personne à qui parler, et que ça plaise ou non, la solitude de l'homme moderne est une réalité, et si elle est traitée ici dans la paillette et sur le ton de la comédie, elle a le mérite d'être traitée. Le suicide est une cause non négligeable de mortalité chez les hommes, encore plus lorsqu'ils sont célibataires, ce qui est le cas de Ken ici, qui se sent pas bien du tout. Et puis il y a aussi la question de l'émasculation des garçons au milieu d'idéologies soi-disant féministes qui va les démoniser, ainsi que leur centre d'intérêt en accolant presque systématiquement le terme toxique à tout ce qui touche au masculin et qu'on peut voir représenté dans cet univers pour les filles où les Ken n'ont pas leur place et se sentent inutiles et perdus. Cette perte de repères est présente dans la vraie vie, où les hommes ont été déboulonnés de pas mal de rôles traditionnels. Si les filles ont besoin de se construire dans une image positive de la féminité, les garçons aussi. Alors c'est évidemment ultra stéréotypé ici dans la représentation, mais il faut que les garçons puissent connecter ou reconnecter avec le masculin, sinon eux aussi sont des poupées vides de sens et surtout en souffrance. Le film encourage aussi bien Ken que Barbie à trouver en eux-mêmes des ressources intérieures et le bonheur, savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment, et ne les remet pas en couple à la fin, ce qui fait un joli pendant avec le marriage story du compagnon de Greta, parce que tu ne peux pas avoir en théorie une relation de couple saine si les deux parties ne sont que dans la codépendance qui peut devenir vite dysfonctionnelle, le fait de se mettre en couple sous la pression extérieure, genre Barbie et Ken ça va ensemble, y a pas le choix, et surtout avec deux personnes qui finalement sont larguées sur leurs attentes personnelles, leurs envies ou leur identité. Mais la vraie ligne directrice du film est plaquée comme une évidence en fait en serre-livre du film, rappelé comme un tabou dans Barbieland et est bien le nœud du problème dans le monde réel, ce qui va pousser toute l'intrigue, et il s'agit de la maternité. Le film s'ouvre sur le MLF qui est la libération que propose la marque aux petites filles et par extension à la femme moderne vis-à-vis du rôle de maman incarné par les bébés poupées. Sauver les femmes de la corvée ménagère, femmes au foyer et surtout maman, pour embrasser le modèle d'une femme active, sans réel attachement d'un Ken négligeable à qui elle ne doit rien, seule actrice d'un monde formaté pour elle, mais en même temps prisonnière de la case consumériste, jeunesse et beauté et réussite à tout prix. Une femme parfaite qui n'est pas une vraie femme et qui doit ignorer sexualité et la raison primitivement fondamentale de la sexualité, qui est, il faut le dire, la reproduction. Dans Barbieland, Midge, la poupée enceinte, est taboue, comme on nous le rappelle par 2 fois. C'est celle qui met mal à l'aise, dont on ne veut pas entendre parler, sur laquelle la caméra ne doit pas s'arrêter. Celle à laquelle les Barbies évitent de penser, plus que la Barbie bizarre d'ailleurs, parce qu'elle renvoie à la destinée biologique d'un féminin fait pour la reproduction. Or, la reproduction dans l'univers plastique de Barbie, normalement c'est le clonage. Des femmes adultes, voire adolescentes dans le cas de Skipper, mais qui n'est pas particulièrement mise en avant dans ce film, et qui sont livrées telles quelles.
réel. La poupée Barbie contourne en effet toutes les tristes et dures réalités de la vie d'une femme lambda, son cycle hormonal, sa puberté, tout ce qui va avec de joli, la cellulite, l'épilation, évidemment la grossesse, la dépression, la charge mentale, la ménopause puisqu'elle ne vieillit pas. Les essais de Mattel en la matière, la poupée enceinte et la poupée dont les seins poussent à la puberté, sont relégués au rang d'aberration et de tabou. Bien qu'il y ait eu des bébés Barbie, ça a existé pour jouer à la babysitter et à la maman dans le cas de Barbie, ceux-ci ont été délibérément occultés du Barbieland qu'on nous montre ici. Seul compte la sororité, et tout au plus une forme de bienveillance / tolérance avec les Ken dont les Barbies se foutent comme d'une guigne puisqu'aucune ne semble s'être même jamais souciée de savoir où ils habitent et ce qu'ils font quand ils ne sont pas avec elles. Dans le monde réel du film par contre, la maternité c'est le gros sujet. De manière anecdotique, on a Ken qui croise une femme avec une petite fille qui vient à son aide, mais on a surtout le fantôme de Ruth qui avait modelé Barbie pour sa propre fille Barbara et le rapport entre Gloria et Sacha. On notera que Greta a évité de manière très résolue de nous confronter Barbie dans la vraie vie avec un bébé. Elle a face à elle une ado, une cadra ou fin trentenaire et des femmes âgées entre Ruth et la dame qu'elle croise sur le banc dans ce que Greta a elle-même nommé le cœur du film et dont la scène, j'avoue, m'a beaucoup touchée parce qu'elle représente le potentiel de ce qu'une femme peut devenir et l'acceptation du temps qui passe. Et pourtant, cette absence du bébé amène à poser des questions parce que, comme je l'ai déjà dit, contrairement à Barbie, les femmes ne sont jamais livrées toutes faites en format adulte. Mattel voulait éliminer le poupon jouet, certaines féministes veulent éliminer la corvée de la femme mère, certains activistes transgenres prétendent enlever cette spécificité aux seules femmes biologiques, et de fait, le film Barbie est tout un développement sur la question de la maternité. Le film s'ouvre sur bouh, la maternité c'est moche, la femme mérite tellement mieux, bouh, la poupée Midge met les autres Barbie mal à l'aise. On a ironiquement, et c'est encore pour moi un signe que ce film se moque du wokisme pur et dur, le patron de Mattel, donc un homme qui souhaiterait qu'on l'appelle maman, mais dont la requête se fait immédiatement repousser, parce que même dans Barbieland, ça passe pas, c'est trop zarbi, et ce, alors même qu'une des Barbie est peut-être trans. Et puis c'est un film résolument genré comme on n'en fait plus. Rose pour les filles, auquel vient contraster le bleu des Ken dans la séquence de danse notamment, et puis dans des centres d'intérêt très très stéréotypés comme on n'oserait plus les faire, et surtout une utilisation assez subtile en fait des symboles du féminin et du masculin, avec le miroir de Vénus dans la séquence d'ouverture de Barbie au miroir, et l'arc de Mars dans la scène de combat des Ken qui se battent en tirant à l'arc. Tout le film est en fait une illustration en fin de compte du fait qu'être femme biologique et maman en l'occurrence, purée c'est dur, mais ça apporte son lot de joie, que le lien de transmission d'une mère à sa fille est une chose précieuse qui vaut la peine d'être vécue. Et dans les deux sens, de la fille qui regarde son aïeule et la trouve belle, de l'enfant qui a méprisé les choix de sa mère et finit par la comprendre et la respecter, de la mère qui voit sa fille voler de ses propres ailes et accompagne son chemin dans le monde qui sera une prolongation de son propre passage sur Terre. Et du coup, la scène finale d'une Barbie qui va chez le gynéco, choix quand même assez chargé, on peut le dire, peut être complètement lue comme une Barbie plastique qui dépasse cette vision de ce corps soi-disant idéal car non conçu pour la reproduction, qui serait celle d'une fashion victime, party girl ou girl boss pour certains, pour finalement embrasser complètement cette potentialité et son destin biologique. Retour au début du film en fait. Le film n'est pas sur la question du désir sexuel, donc je ne pense pas qu'elle va chez le gynéco pour se faire prescrire la pilule, parce qu'on n'a jamais l'envie de Barbie de devenir une Samantha dans Sex and the City. La preuve, Ken, même incarné par le pachemo Ryan Gosling, ne lui fait ni chaud ni froid. La seule thématique qui perdure dans le film est cette question d'être maman. Et alors que ça s'ouvre sur on va dézinguer tous les bébés et tous les rôles de petite maman, c'est presque ironiquement une apologie de la maternité. Et oui, même quand les enfants sont d'atroces ados qui méritent des baffes et te trouvent has-been. Ça ne prétend pas non plus se faire sans papa, puisqu'on en voit bien un dans la famille de Gloria, mais la paternité ici c'est pas le sujet. Encore une fois, c'est un film pour les femmes. Et du coup, pour moi, la meilleure interprétation de ce film, et peut-être la raison pour laquelle elle a pu résonner sur des publics tellement différents, c'est parce que ce film est une métaphore sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, et ça peut toucher de manière universelle. Ce n'est pas seulement un Matrix au féminin, la prise de conscience du simulacre. C'est bien plutôt un Peter Pan spécial petite fille, à compter que Peter Pan ne s'adresse pas aux petites filles, ce qui serait idiot dans la mesure où toute l'histoire tourne autour du passage de Wendy à sa chambre de jeune fille
je le rappelle. Barbie, malgré son look de femme, est une enfant. Pourquoi ? Parce que c'est un jouet d'enfant. Il faut imaginer derrière toutes ces poupées des petites filles qui sont en train de jouer à la dame et qui ont une vision d'enfant de ce que font les femmes et surtout aussi de ce qu'elles veulent être quand elles seront grandes. Évidemment qu'elles vont vivre leur best life, qu'elles ont leur maison de rêve pas possible, leur travail de rêve pas bien défini mais où tout le monde les admire, qu'elles font des pyjamas parties avec leurs copines. Toutes ces Barbie et ces Ken sont joués par des gamins. Ils discutent comme des gosses, réagissent comme des gosses, n'ont pas le droit d'aller sur la banquette avant, s'émerveillent et se désespèrent comme des gamins, vivent comme des candides dans le meilleur des mondes qui est celui de l'imagination des enfants. En tout cas, c'est une vision idéale du monde de l'enfance car même si Barbie Bizarre nous rappelle que les enfants font parfois n'importe quoi et sortent des cases, que c'est pas toujours la fête à la cafette chez les gamins, on nous a quand même épargné des trucs glauques et puis on a aussi jeté un voile pudique, c'est un film américain quand même, sur le fait que les enfants peuvent être aussi très curieux de la sexualité et que leur Barbie et leur Ken s'embrassent et font parfois des cochonneries avec leur absence d'organes génitaux. Mais encore une fois, tant pis, tant mieux, on est resté sur le mode du conte initiatique et il y a quand même dans le film suffisamment de blagues et de sous-entendus scabreux pour que ce ne soit pas en fait complètement évacué du propos et ce qui nous renvoie encore au sous-texte littéral machin et le fait que c'est un récit d'initiation et que dans les récits d'initiation il y a la partie évidente pour les enfants et puis il y a le sous-texte avec du cul que les adultes comprennent très bien. Donc oui, l'histoire c'est un enfant qui quitte le monde imaginaire pour se confronter au monde réel. Et le choc il est rude au début et c'est vrai qu'on ne peut voir au début que le négatif. La jeune fille qui prend conscience des regards salaces alors qu'avant elle vivait dans une bulle, l'enfant qui comprend la finitude de la vie, qui remarque ses défauts alors qu'avant il était dans une surpuissance valorisée par ses parents où il était le plus beau, le plus intelligent, etc., qui se sent incompris, les changements du corps à la puberté, le sentiment de rejet, de ne pas se sentir à sa place, la rébellion face aux injonctions parentales, c'est-à-dire Mattel qui veulent vous caser dans une boîte, la prise de conscience que non, tu feras pas tout ce que tu voulais dans la vie et que ce sera parfois très très dur et très compliqué. Et ça, je tiens à souligner que c'est montré même pour les petits garçons. D'où le patriarcat soi-disant, mais il n'y a que dans le monde virtuel et donc du jeu que Ken peut absolument faire ce qu'il veut. Quand il essaie d'avoir du boulot juste parce qu'il est un homme dans le monde réel, on lui explique très très bien qu'être un homme, ça suffit pas. Lui aussi a des limites. La surpuissance, elle n'existe que dans le monde imaginaire. Le message du film, c'est l'acceptation de la vie réelle avec une Barbie stéréotypée, soit la petite fille qui quitte le monde imaginaire pour entrer dans la vraie vie de femme, qui accepte le fait de vieillir parce que finalement c'est beau, d'où la scène sur le banc avec la vieille dame, qui préfère souffrir mais connaître de vraies joies, comme je sais pas, ce qu'on a pu voir dans d'autres histoires, comme la petite sirène qui quitte le monde de la mer pour avoir une âme, ou une Arwen du Seigneur des Anneaux qui préfère un temps limité, la vieillesse et la mort, pour avoir une vie avec l'homme qu'elle aime et porter son enfant, au lieu d'une immortalité où elle va se faire chier. Et puis le message du film est dans tous les cas extrêmement positif puisqu'il postule à travers la figure de Gloria que le passage à l'âge adulte ne signifie pas tirer définitivement une croix sur ses rêves d'enfant. Parce que si tu le fais, c'est là justement que tu vas morfler. Gloria, elle souffre d'avoir remisé ses rêves et son imagination au placard parce qu'elle pensait, à tort peut-être, que c'était ça être adulte. Et elle est en souffrance, d'où les problèmes de notre Barbie dans Barbieland. Parce que Gloria est tiraillée entre ses vieux rêves d'enfant qu'elle n'ose pas assumer et sa vie d'adulte. Ces vêtements nous montrent que l'étincelle ne demande pourtant qu'à être ranimée et qu'elle n'a jamais complètement oublié ses vieux rêves. On la voit toujours porter une touche de rose dans ses tenues. Il y a toujours de la magie de Barbie en elle. La rencontre avec Barbie in real life lui permet d'assumer ses rêves, de reconnecter avec la petite fille qu'elle était et ce faisant de recréer du lien avec sa propre fille. Parce que tout le film est bien sûr le pouvoir de l'imagination et l'importance, comme le clamerait tout bon slogan, d'être soi-même, de quitter le simulacre et l'artificiel pour chercher et incarner son moi authentique. Même si c'est un process pas toujours évident. En somme, c'est le parfait récit d'initiation. Ou comme aurait pu l'écrire cette bonne vieille Simone qui s'était quand même un peu penchée sur la question, si une Barbie naît Barbie et sera toujours une Barbie, une femme, elle ne naît pas femme et elle le devient. Gloria propose de créer une Barbie ordinaire et le message du film, c'est que les femmes ordinaires sont des femmes extraordinaires.
extraordinaire. En quittant Barbieland, la plus stéréotypée des Barbie, le modèle original devient une femme ordinaire, choisit littéralement les pieds sur terre, les Birkenstock, mais sans pour autant renoncer à la touche de rose, et ce faisant, elle est bien plus extraordinaire que lorsqu'elle était parfaite. Je ne suis même pas sûre d'avoir fait le tour de la question, tellement ce film peut supporter plusieurs visionnages autant que plusieurs lectures. J'espère que les quelques grilles que je vous ai proposées aujourd'hui vont vous sembler pertinentes. En tout cas, en dehors d'une simple analyse intellectuelle, je tiens à redire que j'ai été personnellement touchée plus d'une fois par le film, qu'il m'a ému, qu'il m'a fait rire, que ça visait juste sur plein de choses, des travers des filles et des garçons, et de notre monde pas toujours très simple. En tout cas, si ça pouvait paraître de prime abord casse-gueule et tarte à la crème, ce film Barbie a été vraiment une excellente surprise pour moi. J'espère voir dans les commentaires vos propres retours sur le film, s'il vous a plu ou énervé, et puis n'hésitez pas à liker, partager cet épisode et à vous abonner sur la chaîne Décalée si ce n'est pas fait, et on se retrouve bientôt sur un nouveau sujet ciné ou drama asiatique.